Voici Hiro, un jeune petit génie talentueux qui n'aime pas l'école et qui adore les combats de robots. Il est incroyablement doué, il est tout mimou avec sa tante et son frangin. Et comme tout le monde, il peut lui arriver de traverser des phases difficiles, voire un peu trop difficiles. Oula, il n'est pas difficile d'imaginer la douleur immense de Hiro à ce moment du film. Et nous pouvons observer qu'il va devenir très désagréable avec ses amis. Alors qu'en plus on sait qu'il a mal au fond de lui et on se sent triste pour eux. Bref, tout le monde souffre, tout le monde pleure, c'est le moment ou jamais de se rapprocher. Parce que parfois, quand on a mal, on peut penser que c'est la faute de l'autre. Et ça devient très facile de penser qu'on est seul au monde. Attention, cette vidéo contient du spoil, si jamais vous n'avez pas vu le film, c'est le moment ou jamais. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais parler de deuil. Ce n'est pas du tout le cœur de mon activité, je n'y connais rien. C'est plutôt une finalité pour mieux illustrer ce que j'ai à vous partager. Moi, ma spécialité, ce sont les besoins. Je vois des personnages qui souffrent dans le film et je souhaite les voir s'exprimer de manière non violente, plutôt que de se retrouver dans une situation comme celle-là. Donc voilà, nous allons parler de deuil, et suivant votre humeur de jour, ça peut avoir un impact sur votre journée. Alors si vous voulez vous changer les idées, je vous conseille de regarder une autre vidéo, par exemple celle qui parle de spécisme ou de violence familiale. On va bien s'amuser. Mais comment faire à la place de Hiro pour accueillir le deuil et se reconnecter à la vie? Nous allons également voir comment les amis de Hiro ont pu être un énorme soutien pour lui. Et aussi comment Baymax a sauvé le game alors que ce n'est qu'un robot un petit peu bête. Cher Girafe, voici l'analyse de Hiro dans les nouveaux Hiro. Parlons un petit peu de Hiro. Il est extrêmement intelligent, mais il est aussi très prétentieux. Il a perdu ses parents quand il était plus jeune. Et son frère, tout aussi génial, meurt dans un incendie en essayant de sauver le professeur. Face à son impuissance contre les événements tragiques qui se présentent à lui, il se renferme sur ce qu'il sait faire de mieux, la destruction. Un jour, Baymax, son robot assistant personnel créé par Feu son frère, découvre qu'une de ses inventions a été détournée par quelqu'un. Et lorsque Hiro découvre la personne à l'origine de la mort de son frère, il passe en mode sombre Hiro. Désolé pour la blague. Je disais donc lorsqu'il découvre le meurtrier de son frère, il a l'idée de lui faire du mal. On a donc bien compris, Hiro est complètement désespéré, il est blasé, il n'a plus aucune attente de personne sauf de lui-même. Parce qu'il a mal, parce qu'il ressent de la douleur tellement forte qu'il trouve la seule manière de la faire sortir de cette manière-là. Mais heureusement, il n'est pas seul. Il est accompagné de Baymax, son assistant personnel de soins qui a été créé spécialement par son frère. Il parle, il peut se réparer tout seul, il sait faire tout plein de choses et il est programmé pour une seule activité, soigner. Bon et bah ça tombe bien, Hiro est dans une détresse psychologique, je pense que ça lui fera les pieds. Et il se trouve que Baymax a un rôle clé dans l'accompagnement de Hiro dans son deuil. Tout au long de l'histoire, il sera là pour rappeler la volonté de Tadashi. Que ce soit à travers des souvenirs forts, ou encore des câlins ou bilous, ou bien simplement du soutien émotionnel. Une autre chose bien intéressante dans le film est que Baymax est vraiment très bête. Ça nous montre qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour donner de l'empathie. Il suffit de connecter un cœur, entre guillemets, à un autre cœur. Et c'est là toute la force du bonhomme. Tout le long du film, il rappelle gentiment à Hiro qu'il est en train de confondre soulager la douleur avec faire du mal à l'autre pour que ma douleur me paraisse normale. Donc il sera toujours là pour dire « Hey, tu es sûr que ça va t'aider à te sentir mieux ?» Moi, je trouve cette morale fantastique. Au milieu de cette dream team de scientifiques surdoués, c'est le robot débile qui parvient à calmer Hiro. Ces ingénieurs qu'on a tant formés à trouver des solutions à tout, vite, mieux. Et pour ce cas particulier, pas la peine de chercher des solutions. Parce que quand il s'agit de pleurer le départ d'un défunt, il n'y a pas de solution. Alors voilà, nous avons fait rapidement le tour. Nous savons que Hiro est en grande souffrance, que nous avons Baymax qui est là pour lui rappeler un petit peu de ne pas confondre la vengeance et le soin. Et que Hiro, il est accompagné par des amis qui l'aiment énormément et qui font de leur mieux pour l'accompagner dans son deuil. À présent, on va se poser la question de comment on fait pour vivre le deuil sans violence. Bon, on commence à entrer dans une partie que je ne maîtrise absolument pas. Il n'est pas question de vous dire comment on va faire pour faire le deuil correctement ou quoi que ce soit. Il y a des experts de deuil. Moi, je suis pas un expert de deuil. Donc, je voudrais sincèrement préciser que nous allons voir le deuil comme un fait. Et c'est cet événement qui va nous permettre de décrypter les besoins et les sentiments qui sont générés derrière. En fait, on va surtout parler de quoi faire quand on se sent dans une grande souffrance aussi profonde. Cela s'applique aussi bien au deuil qu'à n'importe quelle grosse douleur émotionnelle. Et alors que faire quand on ressent une déchirure, une douleur aussi profonde et un manque aussi intense? Vous l'aurez compris, on va faire comme à chaque fois, on va passer le peigne de la lucidité. Pour éviter de s'infliger de la violence à soi-même, et éviter de faire du mal à nos proches qui souhaitent nous aider de toute leur force. Et c'est donc avec ce peigne que nous allons commencer un voyage intérieur. Donc on va avoir des réactions naturellement dans notre corps, il va pouvoir employer différentes stratégies. On va avoir plusieurs manières de répondre à une telle souffrance. La sidération, le déni, ou la colère, parce que le corps se sent en danger, alors il rentre en position de lutte ou de fuite. Et peut-être que ces réactions sont là pour nous aider à retrouver une part vivante en nous. Je suppose, attention, je suppose qu'une part de nous cherche à retrouver ce qui est vivant en nous. Donc on va pouvoir avoir envie de se laisser aller, de chercher du plaisir immédiat, ou adopter des conduites à risque juste pour se sentir vivant. Et dans le cas de Hiro, c'est exactement ce qui s'est passé. Il se met à rejeter tout le monde, il rejette la faute sur ses amis. Et il va même jusqu'à transformer l'unique souvenir de son frère
pour en faire une machine à tuer. Ouh! Donc ce voyage intérieur peut prendre du temps, il est extrêmement bouleversant et en même temps ça peut nous aider à comprendre ce qui se passe en nous. Ça prend du temps d'accepter le départ de quelqu'un et ce n'est jamais vraiment terminé. Et si on ne prend pas d'écouter tous ces signaux qui se trimballent dans notre corps, cela peut rapidement faire des dégâts importants. Des dégâts importants aussi bien à nous qu'à nos proches qui sont autour. Mais alors comment allons-nous faire pour diminuer cette douleur en tant qu'individu? Une première réaction bénéfique serait de se laisser pleurer. C'est naturel, ça fait du bien, ça apparaît pour rétablir un équilibre. Notre corps et notre esprit cherchent sans cesse à aller mieux. Et les larmes sécrètent de l'endorphine, une hormone qui permet de soulager la douleur. Alors, on peut bien se laisser aller. Et ouais, on dit toujours c'est bon de rire, mais c'est aussi bon de pleurer. Voilà. Et puis, d'après Max, pleurer est une réaction naturelle à la douleur. Alors, on peut lui faire confiance, il est médecin. Mais bon, ce n'est pas facile de pleurer quand on est héros. Un garçon, un vainqueur de bot fight contre un super vilain boy. De toute façon, pleurer est encore une action qui me semble encore socialement inacceptée. On avait déjà bien tourné autour du sujet quand on a fait la vidéo sur joie et tristesse dans Vice Versa. Donc bon, dommage Hiro, tu as pas le droit de pleurer, tu es privé d'endorphine, voilà. Chais. Et alors en fait, attendez, pourquoi on s'embête à pleurer alors qu'il y a déjà les fameuses 7 étapes du deuil? Vous en avez déjà peut-être entendu parler, ça traîne dans beaucoup de bouquins de développement personnel, et d'après ces sources, le deuil passerait obligatoirement par 7 étapes. Parmi celles-ci, on retrouve le déni, la tristesse, la colère, la culpabilité. C'est une règle, elle est tracée, et voilà. Donc a priori, quand on perd un être cher, on passe obligatoirement par ces 7 étapes. Mais en fait, ce n'est pas obligé. Certains pleurent directement. D'autres acceptent le plus vite possible. D'autres le vivent dans le désordre. En fait, globalement, s'enfermer dans un parcours, s'obliger à vivre le deuil d'une manière ou d'une autre, c'est déjà s'infliger de la violence inutile. Donc ça serait étendre notre douleur pour rien. Oh non, il était de ma famille, je devrais être plus triste que ça, je devrais pleurer beaucoup plus. Ou alors on pourrait avoir, oh non, je pleure énormément alors que je connais pas beaucoup cette personne, que va penser sa mère? Oh là là, je vis mal mon deuil parce que je ne suis pas en train de suivre les 7 étapes correctement. Oui, pour moi c'est une marque de violence. Parce qu'on est en train de le voir comme s'il y avait une bonne et une mauvaise manière de faire, alors qu'il s'agit de quelque chose de personnel. Donc à la place, je voulais vous proposer une autre définition du deuil. Elle n'est pas mieux ni moins bien que l'autre, évidemment. Et la voici. Nous avons fait notre deuil à partir du moment où le bonheur est devenu plus important que la douleur. Donc voilà. Voilà le formidable voyage qu'on peut commencer à travers nous-mêmes quand on ressent des émotions aussi fortes. Et je crois que cela vaut aussi bien pour le deuil que pour d'autres événements importants de la vie. Il s'agit juste de s'arrêter. S'arrêter pour faire le point sur ce qui est vivant en nous et ce que réclame chaque partie de notre corps. Et une fois qu'on est au clair sur nos besoins grâce au peigne de la lucidité, c'est l'heure d'entrer en action et de le partager au monde. Pour aider notre entourage à nous aider, on peut prendre le temps de laisser la douleur sortir à l'oral. On peut laisser parler la spontanéité. Comment je me sens en ce moment? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis dans le déni? Est-ce que je suis triste? Ah oui, parce que tout de suite on a tendance à dire colère. Non, pas colère, c'est pas bien d'être en colère, ne sois pas en colère. Mais d'un autre côté, c'est quand même mieux de dire je suis énervé que de dire oh là là, Wasabi, tu pues vraiment, t'es vraiment con, t'es vraiment un débile, je te déteste. De toute façon, c'est une émotion, ça sortira d'une manière ou d'une autre. Donc autant que ça sorte de la manière qui fasse le moins de dégâts possible. Et de dire à une personne je suis énervé, d'après moi, c'est très simple. Je suis énervé quand tu fais des bruits de bouche quand tu manges. Pareil, ça a jamais fait de mal à quelqu'un de dire qu'on était dans le déni plutôt que de chercher à le cacher, de le gérer soi-même, nanana. Et parfois, ce qui fait mal, c'est la réaction qu'on a en face. Malheureusement, ça peut arriver que des personnes cherchent à apporter des solutions. Il faut que tu te bouges, il faut que tu ailles de l'avant, il faut que il faut que tu vois un médecin. Il va te prescrire des bons antidouleurs et youpla, dans 2 jours, je te vois au bureau avec le sourire, ok champion? Attention, je dis pas que ça sert à rien, au contraire. Mais jusque-là, un médicament n'a jamais pu satisfaire un besoin d'écoute profonde. Voilà, bouge-toi, mange équilibré, fais du sport, il faut que tu vois un médecin. Moi qui ne sais même pas à quel point tu souffres, je vais t'inonder d'informations. Je vais t'inonder de mes croyances sur l'ultra-productivité. Te noyer dans la dictature de la positive attitude. Voilà, ce genre de réponse n'aide pas vraiment la personne à se sentir mieux pour le moment. Et je pense que nous sommes conditionnés naturellement pour que ça sorte du tac au tac, juste pour satisfaire notre ego, ou simplement parce qu'il y a cette envie de vouloir toujours trouver des solutions pour tout immédiatement. Alors qu'en réalité, la personne a sans doute besoin d'écoute profonde à ce moment. Elle a juste besoin d'écoute, ça fait 80% du boulot. Donc il se peut qu'elle soit désagréable à cause des émotions, ou qu'elle ne puisse pas accéder à nos demandes. Imaginons, voilà, ça fait 3 fois que je lui propose un bubble tea dans la semaine pour se remonter le moral, elle refuse 3 fois de suite. Évidemment que je vais me sentir blessé parce que j'ai envie de partager un moment avec lui, j'ai envie de me sentir utile. Mais au lieu de le dire de cette manière, je vais plutôt l'orienter contre lui. Je vais dire, oh là là, mais pour qui il se prend celui-là? Il refuse toutes mes propositions, il fait aucun effort. Puisque c'est comme ça, j'arrête de l'aider. Je vais lui coller une étiquette de dépressif, et vous savez où ça mène. Dans ces moments, c'est notre ego qui se sent en danger et qui commence à parler un peu plus fort pour nous dire, hey,
Attendez, rassurez-moi, parce que là, je commence à douter un petit peu de moi, en fait. Et il détourne notre attention du vrai problème. Ça va probablement demander de la discipline et de la déconstruction pour replacer son attention sur le souci. Le problème actuel, c'est que la personne a mal. Elle demande quelque chose. Il faut qu'on replace notre attention là-dessus. Donc il faut répéter sans cesse. Hey, stop avec tes arrière-pensées. Écoute ce qu'il a à dire. Montre-lui que tu es présent, n'en rate pas une seule miette. Il est en train de te dire comment tu peux l'aider, et c'est pour ça que tu es là. De toute façon, si tu commences à lui rentrer dans le lard maintenant, la communication sera coupée et tout le monde sera perdant. Alors c'est le moment d'écouter. Donc oui, ce n'est vraiment pas facile d'aider un proche qui est dans la souffrance. Le premier réflexe qu'on a, c'est de chercher une solution. Productivité, surconsommation, rentabilité, blablabla. Mais là, la personne est partie pour toujours. Il n'y a aucune solution à apporter. Toutes les solutions qu'on pourra proposer seront inutiles. C'est avec du temps, de l'espace et de la disponibilité qu'on aidera la personne à aller le mieux possible. Tout ce dont on aura besoin sera de la discussion, juste de l'écoute, pour dire « je suis là ». Balance tes trucs. En mode, voici un sac, balance tes émotions dedans, telles qu'elles sont. On va regarder ça de plus près si tu en as l'énergie. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens en colère? Furax? Frustré? Est-ce que tu veux mettre de la couleur sur les mots que tu ressens? Je comprends que tu te sentes en colère. Est-ce que tu veux me donner plus de précision dessus? Est-ce que tu te sens plutôt triste, abattu, mélancolique? Oui, d'après moi, il pourrait être très efficace d'accompagner la personne pour poser au mieux les mots sur ce qu'elle ressent exactement. Et ça passe aussi par des questions ouvertes, sans tenter de l'orienter vers des choix ou de lui trouver des solutions. Et qu'est-ce qui te fait te dire que tu es dans le déni? Je vois. Alors, du coup, tu es dans une situation inconfortable. Tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu te sens démuni? Mais attention, ces phrases sont dangereuses parce que si on les dit avec l'intention d'éduquer la personne, tout est foutu. Il faut vraiment que ça vienne du cœur, avec l'intention sincère d'écouter et de laisser notre ego de côté pour le moment. Et c'est précisément ça qui n'est pas facile. Surtout quand on a un petit hamster dans la tête qui nous crie très fort. Mais dis-lui ce qui est bon pour lui. Attends, moi je sais, je vais lui dire. Dis-lui que toi tu sais des choses, que tu sais comment faire pour affronter ce genre d'épreuve. Dis-lui que toi tu en as bavé quand ton poisson rouge est mort et que tu t'es mis au jogging parce que tu t'es bougé, champion. Et dans notre groupe de héros préférés, les amis de Hiro sont toujours là, tout au long du film. Et grâce à eux, Hiro se reconnecte doucement à la vie. Ils lui proposent de goûter à des choses plus simples. Ils lui font vivre des expériences plus agréables sans les lui imposer. Et ils sont toujours là pour lui rappeler qu'un câlin bien chaud, une petite pause, ça fait toujours du bien. Ouh, la vache! Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en dis? Votre taux de neurotransmission est en augmentation constante. Ce qui veut dire quoi? Le traitement est efficace. Tous ces moments de joie, il aurait pu le vivre sans son intention de vengeance. Et le film aurait pu s'arrêter là, c'était parfait. C'était magnifique. Hiro était en train d'aller de mieux en mieux, il commençait à accepter. Et lors de l'affrontement final contre le grand méchant, il n'était plus mu par un désir de vengeance, mais par un désir de l'arrêter, pour l'empêcher de faire du mal. Robert Callaghan, le grand méchant de l'histoire, n'était devenu méchant que parce qu'il avait perdu sa fille. Et qu'il était animé par exactement le même désir de vengeance que Hiro. Et pauvre Robert Callaghan, il avait pas des super amis et un super marshmallow à qui faire des câlins. Je trouve ça trop beau. À la toute fin, Hiro se remémore ce que ça fait de perdre un être cher. Et il se souvient qu'il a pu remonter la pente grâce à ses amis. C'est ce qui lui a permis d'accepter de se séparer de Baymax. Et c'est aussi ce qui lui a sauvé la vie. Et encore, si tout le monde était disposé à accueillir notre souffrance sans violence, ça serait fantastique. Mais une question me turlute. On a pu le faire pour Hiro. Pourquoi on ne l'a pas fait pour Callaghan? C'est exactement le même principe. À part qu'il est vieux et un peu dégarni. Mais bon, ça arrive à tout le monde, ça. Est-ce qu'il méritait de se faire défoncer? Est-ce qu'il méritait d'être puni? En fait, d'une manière plus globale, est-ce qu'il est possible de vivre sans punition? Ben non, bien évidemment non, sinon on n'aurait pas besoin de prison. Et les délinquants pourraient tout voler, tout casser. Attendez. Si, d'après Marshall Rosenberg, le père de CNV, ça serait tout à fait possible. Il y a une conférence de 3 heures sur cette question, je vous mets le lien dans la description. Cette conférence, c'est du miel d'acacia pour les oreilles. En fait, l'approche qui est proposée, globalement, c'est de faire simplement la différence entre la punition et la sanction. Ah, bah là, ça devient quand même beaucoup plus facile. C'est grâce à ça qu'on passe de la peine de mort à la prison. Mais bon, on développera plutôt tout ça dans une autre vidéo. Conclusion. Bien sûr qu'un jour ou l'autre de notre vie, on va subir la présence désagréable d'un proche. Ou même de la part des inconnus. Un relou dans le métro, une meuf qui fait la file dans la caisse d'attente, un vieux gars qui nous double dans la queue pour avoir son petit pain au chocolat plus vite. Et à chaque fois, le premier réflexe qui est ancré dans notre position de chacal sera de juger. Et un jugement, c'est placer l'autre comme un ennemi, en mode « malheur à toi si tu ne penses pas comme moi ». Parce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de faire les choses, et spoiler, c'est moi qui connais la bonne. Et toi, la mauvaise. Alors attends, je vais chercher mon gourdin et je vais t'infliger une bonne punition. Non, ça ce n'est pas le dénouement non violent qui nous permet de nous relier à l'autre. Et dès qu'on se place en position d'écoute, tout est différent. On passe de « c'est un petit con lui, pour qui il se prend ?» à ceci, il souffre. Écoute sa souffrance, place ton attention sur ce qu'il demande. Et donc ce que je crois au plus profond, attention, c'est une croyance personnelle, c'est pas du tout une théorie, c'est d'espérer que derrière chaque coup, chaque agression, il y a une part de nous qui n'a pas encore été écoutée,
accueillie, qu'on ne sait pas comment la traiter, et donc elle s'exprime de la pire des manières possibles, et ce avec les moyens dont nous disposons. Ça veut pas dire qu'on doit tout pardonner ni tout valider sans se poser de questions, mais cela ne nous empêche pas d'écouter sincèrement. Cela fera 80% du travail. Notre petit personnage est dans une colère noire, il est hors de lui. Et comment laisse-t-il sortir sa colère? Il crée un robot tueur, parce que la souffrance est trop forte et qu'il est démuni. Mais une présence sincère et du réconfort affectif sont la meilleure aide dont il aurait pu bénéficier, jusqu'à ce que le bonheur soit plus fort que la douleur, jusqu'à ce que le soin remplace la haine. Merci, ciao! Meurtrier à l'origine de la clé dans la campagne de Hey! D'après Marshall Rosenberg, le père le père Noël le père de la CNV.